Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Lenovo Moto G5, le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux, un mobile de la marque Lenovo, Lenovo qui est la marque qui a racheté Motorola il y a déjà quelques temps, plusieurs années, et donc on ressent encore ici l'ADN, on ressent l'ADN de Motorola et on ressent aussi l'ADN de Google, et ça vous allez le sentir tout au long de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Le Lenovo Moto G5, c'est un mobile entrée de gamme vendu au prix maximum conseillé de 199 euros. 199 euros, donc c'est un prix entrée de gamme. Et on arrive déjà en mai 2017 à faire des bonnes affaires. D'ailleurs, pour ça, pour faire la bonne affaire, pour trouver le bon prix, je vous engage tout simplement à regarder notre comparateur de prix, lequel est disponible sur notre site internet. Le lien d'ailleurs se trouve en description de la vidéo, mais aussi en annotation. Je l'aurai probablement aussi mis sur la vidéo. Plein d'endroits pour le retrouver. Donc notre comparateur de prix. Le Lenovo Moto G5 ou Lenovo Moto G5, ça dépend comment vous avez envie de prononcer la marque, eh bien c'est un mobile qui se trouve dans une gamme qui est celle des entrées de gamme, des bons prix, des bons plans. Voilà, c'est un peu ça en fait finalement les mobiles G chez Lenovo, c'est un peu les mobiles bons plans. Et on est sur ici un mobile qui possède de bonnes spécifications pour un prix agressif, des bonnes spécifications, beaucoup de bons points, et quelques petites choses, quelques petits détails qui peuvent agacer et sur lesquels bien sûr je reviendrai tout au long de cette vidéo. C'est le but d'une vidéo de test. Alors ce mobile, on va déjà faire un petit point sur l'esthétique. Le tour du propriétaire, à quoi ressemble-t-il? Alors, première précision, ce mobile que vous voyez ici est décliné dans sa version grise, gris sombre, qui s'appelle chez Lenovo, qui s'appelle le gris lunaire. C'est son nom. C'est joli, c'est mignon. Alors il faut savoir que ce mobile, vous le voyez aussi sur la boîte, d'ailleurs une boîte dont je vous ai fait le déballage, et bien on le retrouve aussi en doré, donc gris sombre, gris lunaire, c'est comme ça qu'il s'appelle, et le fameux doré. Voilà, donc deux couleurs disponibles pour ce Lenovo Moto G5. Alors ce mobile est un mobile qui se prend bien en main, il a des dimensions qui sont tout à fait dans la bonne norme, donc rien de très étonnant pour un mobile qui est doté d'un écran de 5 pouces. Donc on a un téléphone ici qui fait 14,4 cm de long, 7,3 cm de large et 0,9 cm d'épaisseur, donc 9 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids qui reste toujours dans la bonne norme, 144 grammes. Donc jusqu'à là, rien de très étonnant, on est un peu sur du grand standard, du grand classique. C'est un mobile qui présente bien, il est doté d'une relativement bonne rigidité, je dis relativement bonne. On est sur un téléphone qui possède aussi du beau design, on est sur un téléphone qui a un dos en métal. Alors, dos en métal qui présente la particularité, alors certes, la partie métallique c'est celle-ci, voilà, c'est cette partie, cette plaque métallique. Au-dessus et ici, là en dessous, c'est du plastique. Mais c'est aussi un dos qui peut se retirer. Donc c'est bien un cache-batterie qui vous permet d'accéder, comme vous le voyez, à l'intérieur du mobile. Et donc forcément à la batterie qui, pour le coup, est extractible. Et ça, c'est une bonne note. Alors une batterie extractible qui est le modèle GK40, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai de l'autonomie. Alors une fois le cache batterie retiré, qu'est-ce que l'on voit aussi? Eh bien on voit tout simplement les emplacements pour carte SIM et micro SD. Donc c'est bien un téléphone double SIM, format nano, et doté d'un emplacement micro SD. Vous pouvez ajouter selon le constructeur jusqu'à 128 Go. Sachant que quand on ajoute une carte 128 Go, en fait on peut aussi ajouter une 200 ou même une 256. Normalement il n'y a pas de limite là-dessus. Donc en fait finalement c'est un mobile qui est censé accepter toutes les cartes micro SD. Alors je me rends compte au passage que j'ai baissé la luminosité. Hop, je la remets à un niveau correct on va dire. Voilà, 3 quarts, c'est pas mal, 3 quarts. Bon, donc on est sur un téléphone qui présente bien, un téléphone qui a de bonnes notes stylistiques, comme je vous l'ai montré. La face avant, on va détailler un petit peu tout ça, d'ailleurs ça va nous permettre de regarder un petit peu ça bien précisément. Alors au-dessus de l'écran, on retrouve le marquage moto, c'est la gamme désormais, moto, Motorola. On retrouve également un écouteur qui, particularité, et j'y reviendrai lorsque je parlerai du son, est aussi un haut-parleur. Bon, ça c'est original. On retrouve le capteur photo frontal qui n'est pas accompagné de flash LED, mais bon, c'est pas très grave en soi, et pour moi ça n'est pas non plus un défaut. On retrouve également en dessous de l'écran, donc écran de 5 pouces, avec des touches ici que vous voyez qui sont tactiles puisqu'elles sont intégrées à l'écran, mais ça aussi je vais y revenir. On retrouve aussi un bouton ici qui est un bouton sensitif et non pas physique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'enfoncer, ça ne marche pas plus. Donc c'est bien un bouton sensitif qui présente la particularité de contenir un capteur d'empreinte digitale. Donc le capteur d'empreinte digitale, c'est ici que ça se passe. Capteur d'empreinte digitale qui marche très bien, qui est très rapide, efficace et qui possède aussi la particularité d'être à son tour sensitif. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, eh bien tout simplement on va dire, j'allais dire bannir, mais enfin supprimer cette barre de bouton tactile, vous le voyez, elle a disparu, et revenir sur une navigation avec un seul bouton, le bouton qui est sensitif. Avec un slide sur la gauche par exemple, vous revenez en arrière, back, un appui c'est justement l'accueil, et un slide vers la droite, eh bien vous faites tout simplement le multitâche.
Donc ça, c'est lié à ce bouton qui n'est pas physique, qui est sensitif, je le rappelle, et qui fait aussi capteur d'empreinte digitale. Bon, pour le coup, j'enlève cette fonction et je reviens à une navigation plus classique. Alors, design de la face avant, on a fait le tour. Sur le côté gauche, il n'y a rien. Sur le dessus, il y a le jack 3.5. Donc oui, ce téléphone est bien doté d'un jack 3.5. Sur le côté droit, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus, moins et le bouton on-off, lequel le bouton on-off possède un tout petit peu de texture. Vous l'entendez, ça rappe un peu. Donc ça vous permet de bien le retrouver plus rapidement, plus efficacement. En dessous du mobile, on retrouve ici la fente qui permet de retirer le cache batterie ainsi que le connecteur micro USB pour la recharge et la synchronisation. C'est du micro USB, c'est pas du USB type C. À l'arrière du mobile, on retrouve le capteur photo principal, le capteur photo dorsal, accompagné de son double flash LED. Capteur photo sur lequel je reviendrai tout à l'heure lorsque je vous parlerai de la qualité photo. L'entrée micro secondaire, donc qui accompagne l'entrée micro primaire, qui permet de réduire le bruit extérieur lorsque vous êtes en conversation ou lorsque vous prenez une vidéo. Donc très bien. On retrouve également le logo M de Motorola, le logo historique de Motorola, donc qui est devenu le logo de la gamme en fait, Moto. Et puis voilà. Et donc on a fait le tour. Donc c'est un design sympathique, un design bien sympathique. Alors hop, je vois que je suis bloqué sur Asphalt 8, voilà, je sors. Qui me demandait de faire une mise à jour, mais non merci, c'est pas le bon moment. Donc globalement, on est sur du design abouti, des dimensions qui sont tout à fait standards, même si l'épaisseur de 0,9 cm est un petit peu supérieure à ce que l'on retrouve aujourd'hui sur le marché, puisque les constructeurs essaient de diminuer l'épaisseur des mobiles, justement, au détriment généralement de la taille de la batterie. Et là, pour le coup, la batterie, justement, n'a pas été sacrifiée, elle a une bonne capacité, mais encore une fois de plus, j'y reviendrai d'ici quelques instants lorsque je parlerai de l'autonomie. Alors on a parlé du design, ça présente bien. Pour moi c'est déjà un bon point. Et maintenant on va parler de l'image et du son. Alors l'image. Alors je le rappelle, on est sur un écran qui est un écran 5 pouces, lequel est doté d'une dalle technologie IPS. Ce qui veut dire qu'elle a une bonne gestion de la luminosité et du contraste. C'est moins bon que de l'AMOLED, qui est beaucoup plus, on va dire, contrasté, beaucoup plus performant en termes de gestion notamment des sombres et des noirs. Mais on est sur un écran qui rend pas mal, pour peu que vous le regardiez pleine face. Mais ça je vais y revenir aussi d'ici quelques instants. C'est un écran 1080p sur lequel je vais vous montrer un petit peu de vidéo avec un petit peu de son. Alors une vidéo 1080p, donc un écran 1080p, donc ça veut dire 1920 pixels par 1080 pixels. Sur un écran de 5 pouces, ça donne une densité de pixels très élevée, 441 pixels par pouce. Donc l'image est nette, on est bien au-dessus des 300 pixels par pouce. Minimum nécessaire pour bien ne pas distinguer les pixels à l'œil nu, avoir une image nette. Donc on est sur une image nette, ça c'est le premier paramètre. Image lumineuse, ça c'est le deuxième paramètre, parce qu'on est sur un écran qui est capable, en tout cas un écran qui est capable d'avoir un bon niveau de nits. Ça j'y reviendrai notamment, je mettrai probablement une incrustation par ici, de quoi vous faire aussi votre propre idée au niveau des nits, mais on est sur quelque chose de tout à fait sympathique à ce niveau-là. Autre point au niveau du son. Alors le son, il est véhiculé par le haut-parleur qui se trouve ici. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que vous le voyez ici, il n'y a pas de haut-parleur supplémentaire ni sur la tranche inférieure, ni au dos. Le haut-parleur, c'est l'écouteur en fait. Et cet écouteur, il donne un son qui peut être là aussi très puissant. Je mettrai probablement une incrustation sur cette vidéo. Un son qui peut aller jusqu'à 110 décibels à la sortie. Donc très puissant. Et le son reste relativement clair, relativement cristallin. Donc globalement, qu'est-ce que l'on a à se dire ici au niveau du son et de l'image ? C'est que l'image est satisfaisante en termes de netteté d'image, en termes de contraste, ça reste bon. En termes de luminosité, ça reste bon. Le son, plutôt particulier, puisqu'on a bien un jack 3.5, on a bien un écouteur, mais le haut-parleur n'existe pas. C'est l'écouteur qui fait guise de haut-parleur. Ça, c'est assez original. Bon, ça a probablement permis à Motorola d'éviter d'avoir un composant supplémentaire qui aurait pu prendre de la place. Ça se comprend, pourquoi pas. Le choix technique ne me dérange pas à la rigueur. Puis en plus, l'emplacement du haut-parleur, du coup, vu que c'est l'écouteur, vous avez du mal à l'étouffer, même si vous êtes en jeu, par exemple, comme ça. Bon, c'est pas mal placé. C'est pas une mauvaise idée au final. Donc rien à redire dessus. Voilà. La seule chose qui m'embête un petit peu au niveau de cet écran, et c'est un petit peu une faiblesse pour moi, mais c'est très subjectif ce que je suis en train de vous dire, c'est que je trouve les angles de vision relativement fermés. Je trouve que pour bien distinguer l'image, il faut vraiment être pleine face, parce que pour peu qu'on tourne un petit peu, on sent que l'image devient blafarde, et voilà, c'est assez étonnant parce qu'on est sur un écran IPS, donc comme quoi c'est vraiment très subjectif ce que je suis en train de vous dire, mais pour le coup, voilà, j'aurais tendance à dire que les angles de vision sont relativement fermés, et que pour profiter d'une bonne image, d'une belle image, comme cet écran est capable d'en proposer, il faut vraiment le regarder pleine face, et ne pas tordre l'écran comme ça, parce que sinon, on risque d'y perdre en qualité perçue, j'entends.
Alors au niveau des performances, ça c'est un autre point sur lequel on va pouvoir arriver. Niveau des performances, qu'est-ce qu'on peut se dire? Alors, il faut savoir que j'en ai parlé avec un certain nombre de confrères, et certains de mes confrères ont trouvé que c'était les performances qui étaient le point déceptif de ce téléphone. Eh bien, je ne trouve pas. Voilà, je vais aller contre la masse, je vais aller contre l'avis de mes confrères, justement, ils se reconnaîtront s'ils regardent cette vidéo, mais je trouve que 44 400 points, c'est pas mauvais. Je trouve qu'aujourd'hui, pour un mobile entrée de gamme, en 2017 donc, eh ben, c'est tout à fait correct. 44 400 points, on n'est pas sur quelque chose de mauvais. Il faut savoir que encore l'année dernière, en 2016, 44 000 points, c'était du moyen de gamme. Donc voilà, je trouve qu'on est certains sont peut-être un peu trop critiques au niveau des performances d'un mobile qui est vendu, je le rappelle, moins de 200 euros. Donc on ne peut pas trop lui en demander. L'année dernière, des mobiles à moins de 200 euros, ils étaient plutôt entre 20 et 30 000 points. Et encore. Donc on est sur un mobile qui se débrouille bien. Globalement, il se débrouille bien en termes de jeu 3D. Je mettrai probablement une incrustation ici d'un jeu, peut-être Real Racing ou Asphalt 8, peu importe. Donc ce téléphone se débrouille bien en jeu 3D. Ce téléphone a d'ailleurs une bonne fluidité d'image, puisque lorsque vous lancez un petit Epic Citadel, eh bien on arrive à avoir une image fluide. Voilà. Donc ça reste encore sympa. Alors, je vais baisser le son parce que sinon ça va vous casser les oreilles. Mais on reste sur un téléphone qui a une image fluide. D'ailleurs, quand je vous dis fluide, c'est quoi fluide? Eh bien fluide sur ce téléphone avec Epic Citadel, eh bien c'est du 40,6 images par seconde. Alors je vais lancer une petite démo, vous allez voir le score qui va apparaître ici en bas à droite, en bas à gauche, pardon. Très classique, hein. Voilà. Donc comme d'habitude sur Epic Citadel, on commence très bas, très bas, aux alentours de 20. Ça dépend des mobiles. Et puis ce score va avoir tendance à monter tout au long de la durée de test, vous voyez. Et on arrive très rapidement à basculer dans les 40 à 50, voire même plus. C'est un mobile dont l'image est fluide, vous le voyez ici. Alors oui, il y a plus performant, oui, il y a des téléphones qui arrivent à accrocher les 60 images par seconde. Ici, on est sur un 40,6. Mais vous voyez, lorsque l'on est même dans des environnements 3D complexes, ici avec de la texture notamment, eh bien on arrive à garder une image qui est fluide. Donc la phase de démarrage d'Epic Citadel est un petit peu douloureuse pour ce mobile, mais à partir d'un moment, eh bien, le mobile s'en sort très bien. Ce téléphone est doté de composants. Alors, ça parlera aux connaisseurs. Ça parlera vraiment aux connaisseurs qui sont très pointus, peut-être vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, mais ce téléphone est doté de composants. Forcément, on s'en doute. Donc il s'agit bien du Motorola Moto G5, on le voit ici sur Asphalt 8. Et qu'est-ce que l'on apprend? Eh bien, on apprend que ce téléphone est doté d'un processeur, donc qui est un processeur 1,4 GHz, 8 cœurs. Donc c'est 8 cœurs, 1,4 GHz, qui est un... Est-ce qu'on va le voir ici? Est-ce qu'on le verra apparaître? Est-ce qu'on verra apparaître ce modèle? Non, on ne voit pas le modèle apparaître. Peu importe. Maintenant, je vais vous le préciser, c'est un Qualcomm Snapdragon 430. Précisément la référence, attention précise, c'est MSM 8937. Bon, ça parlera vraiment aux connaisseurs bien pointus. Bon, sachez que c'est un processeur qui est quand même à tendance entrée de gamme, peut-être début de moyenne gamme. Mais voilà, on est vraiment sur un processeur qui est conforme à ce qu'est ce mobile, à savoir l'entrée de gamme. Alors à côté de ça, on a quand même une bonne note en plus. On a 2 Go de RAM sur la version base de ce téléphone. Il faut savoir qu'il existe aussi apparemment en version 3 Go. Ce téléphone existe aussi en version 32 Go me semble-t-il. Là ici on a 16 Go de mémoire de stockage. Alors ce téléphone qui a 16 Go de mémoire de stockage, lorsque l'on allume le téléphone pour la première fois et qu'on fait les premières mises à jour, eh bien on passe non pas à 16 Go de mémoire de stockage interne, mais comme vous le savez forcément, conversion et en plus système d'exploitation, on tombe à 9,5 Go d'espace disponible. Donc oui, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous avez la possibilité d'ajouter une micro SD. Bon, tant mieux parce que ça vous permet d'ajouter vos fichiers sur la micro SD, notamment musique et vidéo. Sachant que la micro SD ne permet pas de déplacer les applications. En tout cas, j'ai pas réussi. Et donc aujourd'hui, cette micro SD que vous allez pouvoir ajouter dans ce téléphone ne servira que de mémoire d'extension de mémoire pour ce qui est non pas application et jeux, mais pour ce qui est notamment musique et vidéo et photo. Voilà. Donc c'est le but de cette carte micro SD que vous allez pouvoir ajouter. D'ailleurs, petite particularité, encore une fois de plus, si vous cherchez les bons prix pour les micro SD, eh bien je vous engage tout simplement à vous rendre sur le site de Tough or Phone. Vous avez un mini comparateur de cartes micro SD. Alors, pour la connectivité, donc on a parlé de pas mal de points jusqu'à maintenant, mais on va continuer avec la connectivité. Alors la connectivité de ce téléphone, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne? Eh bien, on est quand même sur un Motorola, finalement, à la base. Et Motorola n'a jamais été mauvais, au contraire, sur la connectivité. Donc on est sur un téléphone qui est doté de la 4G, 4G LTE, catégorie 4 pour être précis. Là encore une fois de plus, ça parlera aux connaisseurs. Et on a les 3 fréquences nécessaires pour la France. La B3, la B7 et la B20. Donc c'est les 3 fréquences utilisées en France. Et bonne note, on a même la B28 qui va apparaître prochainement en France puisqu'elle a été vendue aux opérateurs. Et maintenant, il faut tout simplement qu'ils l'utilisent. Mais on a donc bien la future fréquence B28 qui va être utilisée pour la 4G en France. À côté de ça, on a du Wi-Fi.
on s'en doute, ABGN, du Bluetooth 4.2 et LE. On a 2 réseaux de satellites disponibles pour ce téléphone, en tout cas utilisés par le satellite, par le GPS, pardon, pour le GPS de ce téléphone, la navigation, à savoir le réseau satellite GPS américain et le réseau satellite GLONASS russe. On a aussi du micro USB, comme je vous l'ai dit, vous l'avez vu notamment pour la charge de ce téléphone, et on a du jack 3.5. Alors à côté de ça, on a aussi des capteurs. Donc en termes de connectivité, globalement, on est bon. Déjà, c'est un bon point. C'est déjà un aspect qui est validé pour ce téléphone. Alors au niveau des connecteurs, alors au niveau de la connectivité connecteur, donc on en a parlé, au niveau du Wi-Fi, etc., on en a parlé. Maintenant, il est temps de parler des capteurs. Alors ça, c'est autre chose. Alors tout à l'heure, on a parlé du capteur d'empreinte digitale. Oui, il est là. Oui, il marche bien. Il marche vraiment très bien. Il est rapide et efficace. C'est vraiment ce qu'on en attend. Et à côté de ça, on a d'autres capteurs. On a capteur de luminosité, capteur de proximité, on a de l'accéléromètre, on a du gyroscope. Donc théoriquement, ce téléphone est même calibré pour faire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Mais, et ça c'est un point qui est assez étonnant, il manque un aspect, j'allais dire deux, mais en fait bon, c'est les 2 capteurs qui apparaissent ici, mais en fait c'en est qu'un, il manque la boussole. Ce téléphone n'est pas doté de la boussole. Alors au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que lorsque vous allez utiliser ce téléphone pour de la navigation GPS notamment, eh bien, en voiture par exemple, pas de problème, parce que vous allez vous déplacer de point en point en point, et chaque seconde, le GPS va fonctionner pour réussir sur le logiciel que vous allez utiliser à déplacer votre véhicule par exemple, et à savoir dans quel sens de la route vous êtes. Mais lorsque vous êtes dans la rue par exemple, et que vous essayez à pied de vous localiser en bougeant le téléphone pour trouver la direction, hein, nord, sud, ouest, est, eh bien, le téléphone ne connaît pas, puisqu'il n'a pas de boussole. Donc du coup, vous allez devoir marcher avant de faire comprendre le téléphone, avant que le téléphone ne comprenne dans quelle direction vous êtes. Donc c'est la particularité justement de l'absence d'une boussole. C'est pas catastrophique, mais je trouve ça carrément étonnant sur un téléphone qui jusqu'à là se débrouillait très bien. Donc pour moi, la boussole, c'est un capteur qui manque sur ce téléphone. C'est dommage. C'est dommage, c'est même carrément étonnant. Je trouve ça même un petit peu mesquin. Je pense qu'il y a des contraintes techniques forcément derrière, il y a un choix de composants qui s'est fait, mais je trouve ça assez bizarre de ne pas avoir sur un téléphone de cette catégorie-là, eh bien du gyroscope, de l'accéléromètre, etc., 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 mais pas de boussole. Voilà, on a de la très bonne 4G, etc., mais il n'y a pas de boussole. Bon, c'est étonnant. Bon voilà, j'ai bien enfoncé le clou, vous m'avez bien compris sur cet aspect-là. Et qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre? Eh bien, on va parler du DAS. Le DAS, le fameux débit d'absorption spécifique. Un détail sur lequel j'aime bien insister. Alors pour vous, peut-être que c'est un détail. Pour d'autres testeurs, c'est carrément un détail parce que je crois qu'en France, je dois faire partie des seuls, voire peut-être même le seul à m'apesantir aussi fort sur le DAS. Mais le DAS, c'est le fameux débit d'absorption spécifique. Voilà, c'est la capacité qu'a un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes quand on l'utilise. Alors le DAS, 0,618 watts par kilo. C'est pas un bon score, c'est encore une fois de plus dans la bonne norme. En France, on n'a pas le droit, en Europe, on n'a pas le droit de dépasser les 2 watts par kilo. C'est une norme, c'est un score, hein, ça veut rien dire comme ça, mais bon, sachez qu'il y a une norme. En France, on ne dépasse pas les 2 watts. Certains mobiles ultra haut de gamme arrivent aux 0,2, 0,3. Aujourd'hui, avoir du 0,5, 0,6, c'est un peu standard, c'est rien de très étonnant. Donc on est dans un mobile qui là aussi, eh bien, il est dans la bonne tranche. Je veux dire, il est standard. Vous voyez, on peut pas dire qu'il est bon là-dessus, il est juste dans la bonne norme. Et donc c'est le coût du DAS, et ben le DAS ici, eh bien, il est normal, quoi. Rien d'étonnant. Alors il est temps de passer au système d'exploitation. Alors, pour le système d'exploitation, bonne note. On est chez Lenovo, mais on est chez Motorola, les équipes qui sont derrière et qui font de la conception ici, ça reste encore les anciennes équipes Motorola. Et donc la particularité ici, c'est qu'on est sur un mobile qui est à jour. On est sur un mobile qui est doté d'Android 7.0 Nougat, donc c'est la dernière version d'Android, et qui n'est que très peu, d'ailleurs on peut même le dire, qui n'est pas surcouché. On ne peut pas vraiment parler de surcouche. Il y a un petit peu de fond d'écran, mais est-ce que c'est de la surcouche? Pas vraiment. Il y a cette application-là qui s'appelle Moto, me semble-t-il, ouais, c'est ça, et qui fait en fait, qui vous permet d'accéder à un certain nombre de raccourcis. Alors comme je vous l'ai montré, et c'est bien l'une des rares choses que Motorola ou Lenovo a apporté dans ce téléphone. Il faut dire vraiment que le système d'exploitation, il est quasi neutre, brut de décoffrage. Il a juste été un tout petit peu optimisé, notamment sur cette fonction-là, où par exemple on a la navigation à un doigt, que je vous ai montré tout à l'heure, en slidant à la gauche, à la droite, eh bien finalement on arrive à éliminer cette barre de bouton tactile. On a aussi cette fonction là qui permet notamment, lorsqu'on secoue le téléphone 2 fois sur la tranche, eh bien d'activer le flash LED ou de le désactiver. Vous allez voir. Hop, j'active. Hop, je désactive. Bon, c'est plus simple que de retrouver un bouton qui se trouve quelque part. Vous voyez, donc c'est ce genre de petites choses pour faire des petites fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, vous pouvez aussi secouer le téléphone, 2 coups de poignet pour déclencher une capture d'écran. Vous pouvez balayer, glisser vers le haut, gauche, droite pour réduire la taille de l'écran. Effectivement, vous allez afficher un écran plus petit. Donc ça vous permet de naviguer à un seul pouce.
enfin naviguer à une seule main. Donc voilà, c'est ce genre de petit usage supplémentaire que Motorola Lenovo a apporté sur son téléphone, mais franchement, il n'y a rien d'autre, quoi. On n'a rien de très très étonnant. Voilà, le chariot d'application, euh, rien n'est bluffant. C'est un petit peu d'usage, voilà, c'est un petit peu d'usage, mais il n'y a pas de grosse révolution sur ce téléphone. Mais c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Voilà, le téléphone reste quasiment brut et ça évite de perdre trop de place sur la mémoire de stockage interne qui, comme je vous l'ai dit, n'est que de 9,6 Go disponible. Donc avoir une surcouche, ça aurait encore pénalisé, ça aurait encore grignoté quelques gigas qui n'auraient pas été forcément très bien exploités, au contraire. Donc voilà, là on est sur un téléphone qui reste quasiment brut de décoffrage, tant mieux, on n'en veut pas plus. Alors au niveau de l'usage, eh bien, l'usage de ce téléphone, alors on ne va pas parler du fait qu'il soit capable de faire des jeux 3D, j'ai dû vous le montrer tout à l'heure avec une petite incrustation. On ne va pas parler du fait qu'il est capable de lire des emails ou même de lire des pages web, etc. C'est un smartphone, donc c'est un smartphone moderne qui correspond à tous les usages d'un smartphone moderne. Par contre, il y a deux usages sur lesquels on peut s'attarder et qui permettent de nos jours encore de distinguer les mobiles entre eux. Premièrement, on va dire l'autonomie et deuxièmement, les capteurs photo. Alors l'autonomie de ce téléphone, elle est bonne. Elle est tout simplement bonne. On est sur un téléphone qui a une batterie de 2800 mAh, je vous l'ai montré tout à l'heure. Bonne batterie, bonne capacité. On aurait préféré avoir du 3000 sur un téléphone de cette catégorie-là, mais 2800, ça reste encore, on va dire, dans les bons standards. Acceptable. Et la consommation de ce téléphone, probablement en raison du choix du processeur, eh bien elle est bonne là aussi. On est sur un téléphone qui ne mange, entre guillemets, qui ne consomme que 12% de batterie pour 1 heure de vidéo. Donc on est sur un téléphone qui a une bonne autonomie, pour peu que vous mettiez la luminosité de l'écran à un niveau acceptable, c'est-à-dire pas 80% comme je suis en train de le faire là, pour contrebalancer les parapluies photo avec lesquels je filme, mais voilà, si vous restez du 50-60%, ce qui est carrément acceptable pour un mobile de cette catégorie-là, c'est-à-dire avec cette luminosité-là, eh bien, on arrive finalement à avoir une bonne autonomie. Donc, premier aspect de l'autonomie validé, c'est bien, c'est sympa. Batterie extractible en plus. Et particularité supplémentaire, on a une fonction recharge rapide. Recharger ce téléphone de 0 à 100%, c'est à peu près 2 heures. Et c'est la fonction qui s'appelle la Turbo Power, avec mon très bon accent, Turbo Power. Eh bien, voilà, c'est le type justement de fonction supplémentaire de recharge rapide que l'on a dans ce mobile. D'ailleurs, c'est la fonction qu'on retrouve également sur le G5 Plus, mais elle est plus efficace encore sur le G5 Plus. On a parlé de l'autonomie, donc il est temps de parler maintenant de la qualité photo. Alors la qualité photo, elle est bonne. Elle est bonne parce qu'on reprend des capteurs photo qui sont liés à la génération plutôt moyenne gamme, haut de gamme de l'année dernière. On a un capteur photo dorsal qui est un 13 mégapixels avec un autofocus qui se positionne bien, que vous pouvez débrayer. Vous avez cette possibilité-là. Donc débrayer, c'est-à-dire que vous allez choisir quel est le point sur lequel vous allez faire le focus. C'est bien, c'est efficace. Donc 13 mégapixels avec une ouverture de 2.0, ce qui est assez normal, c'est assez classique aussi sur un téléphone comme ça. Un autofocus qui gère bien, rapide, efficace, bonne profondeur de champ, donc gestion de la profondeur de champ. Flash LED, vous l'avez vu derrière. Je vous ai dit double flash LED tout à l'heure? Non, c'est flash LED unique. Comme quoi, des fois je peux dire des bêtises. Et donc finalement, on a aussi un mode enregistrement de vidéo avec le capteur dorsal, 1080p en 30 fps, donc 30 images par seconde, résolution 1080p, assez standard. Petite parenthèse supplémentaire, vous retrouverez un échantillon photo pris avec ce téléphone sur l'article de test. Donc si vous voulez vous rendre compte vous-même de la qualité photo, si vous voulez vous donner votre propre impression, vous faire votre propre opinion, vous allez sur l'article de test, dont je mettrai probablement le lien en description de cette vidéo. Et bien vous allez sur l'article de test, vous recherchez un lien qui s'appelle Voir un échantillon photo, et vous accéderez donc aux échantillons photo non manipulés, c'est-à-dire brut de décoffrage, à la sortie du téléphone. Pareil pour le capteur photo frontal. Alors le capteur photo frontal, on va faire coucou à la caméra, salut. Le capteur photo frontal, c'est un 5 mégapixels. Rien à dire dessus, c'est suffisant pour un capteur photo selfie. Ouverture de 2.2, bon, très bien. Bonne gestion on va dire, du pseudo-focus. Voilà, avec quelques modes supplémentaires pour vous rendre plus beau, etc. Bon, on va pas s'attarder sur des fonctions qui sont devenues des fonctions de base sur les téléphones Android. Le capteur photo frontal prend des photos qui sont correctes pour un selfie, un capteur selfie. De quoi faire rigoler vos potes, voilà, vous pouvez faire votre beau, votre belle, ça passera, c'est bien, c'est propre. C'est pas un capteur photo qui, s'il avait été en dorsal, j'aurais dit des bonnes choses de lui. Mais comme il est en frontal et que forcément on reste sur une échelle de capteur photo fait pour les selfies, eh bien il offre un résultat tout à fait correct. Bon, encore une fois de plus, c'est rapide, c'est efficace, ok, on va pas s'attarder là-dessus. Vous avez là aussi un échantillon photo sur le site de Tough or Phone. Mais bon, encore une fois de plus, l'échantillon photo vous donnera tout simplement l'idée que ça vous permet de prendre des selfies correctes. Voilà, correct.
Donc on a fait le tour des capteurs photo, on a fait le tour de l'autonomie, il est temps de passer à la conclusion, de faire un petit résumé finalement de cette vidéo et de vous donner mon opinion globale. Est-ce que ce mobile est un bon mobile ou pas? Est-ce que c'est un téléphone que je recommande ou pas à l'achat finalement? Alors, je vais déjà répondre à cette dernière question. Est-ce que c'est un mobile que je vous recommande à l'achat? Oui, c'est un mobile que je vous recommande à l'achat parce que pour son prix, forcément, on n'est pas déçu. Il est dans les bons standards, la plupart du temps, il est dans la bonne norme, rien de meilleur, rien de moins bon que les autres. Il est globalement satisfaisant. Donc, il n'y a pas de wow effect, c'est un mobile qui marche bien pour son prix, point. Il y a des bons points quand même malgré tout. En plus, le design est quand même sympathique, ça tranche un petit peu avec la concurrence. L'écran 1080p, pas mal. On a aussi des performances qui sont correctes. On est globalement sur un téléphone qui a une bonne connectivité, etc. etc. Donc globalement, on est sur pas mal de bons points. Une bonne moyenne avec des bons petits plus. Il y a quelques petits points négatifs sur ce téléphone, ça je vous les ai déjà évoqués. Alors, bon, le bouton physique ici, qui n'est pas physique en fait, qui est un bouton tactile et qui est un bouton sensitif sur lequel on ne peut pas appuyer en fait. Contrairement à certains concurrents, ça peut énerver certains utilisateurs. Je l'ai vu, j'en ai vu certains être un peu étonnés parce que finalement on a un peu cette habitude de bouton qui s'enfonce et là c'en est pas un, même s'il y a un look. D'un autre côté, on s'y fait très vite et on se rend très vite compte que appuyer, ça sert à rien. Donc bon, pour moi c'est même pas vraiment un défaut. Les angles de vision, ça pour moi c'est un défaut, mais c'est très subjectif parce que ça correspond à mon usage. Moi j'aime bien regarder les téléphones au calme, décontractés, posés, avec le téléphone légèrement en biais, enfin voilà, à la cool quoi. Alors que ce téléphone, pour être vraiment à l'aise, vous voyez là, il faut vraiment être en face. Dès qu'on est un peu en biais, je trouve les angles de vision un peu fermés. Mais c'est extrêmement subjectif ce que je suis en train de vous dire. Sur cet aspect-là, on est vraiment très subjectif. Dernier point pour lequel je trouve ça un petit peu dommage, et là pour le coup c'est pas subjectif du tout, c'est factuel, clairement factuel, eh bien c'est l'absence de boussole. Je trouve ça assez ridicule, je trouve ça même assez... je trouve ça très mesquin quoi. Donc c'est probablement lié, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une contrainte technique, mais je trouve ça mesquin de ne pas avoir une boussole dans un téléphone de cette catégorie-là. Bon, sur un low cost, je veux bien, enfin sur un moyen de gamme, entrée de gamme, qui est pourtant bon sur tout le reste, c'est quand même assez étonnant. Je trouve ça assez mesquin. Bon, voilà, globalement, donc c'est un téléphone que oui, je vous recommande à l'achat, et dont finalement la vraie difficulté, la vraie problématique, en tout cas pour la marque et pas pour vous, c'est que ce téléphone en fait est en concurrence frontale avec plein d'autres mobiles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché du mobile, notamment en Europe et en France en plus particulièrement, eh bien, est extrêmement saturé. On a énormément de constructeurs, mais tant mieux pour le consommateur, qui sont capables de faire de bonnes propositions. On a notamment des marques comme Wiko, on a notamment des marques comme Honor, Huawei qui font des très très bons mobiles, vendus sensiblement au même prix, et qui parfois sont meilleurs sur certains aspects, parfois un petit peu moins bons, etc. Là, on est sur un résultat qui est globalement homogène, donc finalement, la vraie difficulté, c'est l'ultra concurrence qui existe sur le marché, parce que en lui-même, quand vous l'achèterez, si vous l'achetez, eh bien vous ne serez pas déçu. Voilà, il passe bien. C'est un bon mobile, on l'utilise avec plaisir, ça se passe bien, pas de problème, soit. Sympa. Voilà. Donc merci d'avoir vu cette vidéo, il est temps de se laisser. Mais avant ça, j'ai envie de vous remercier de l'avoir vue, encore une fois de plus, je me répète, mais je vous engage aussi, si cette vidéo vous a plu, ça j'espère que c'est le cas, à lâcher un petit commentaire ici, dans la zone juste en dessous de cette vidéo, mais aussi le petit pouce bleu qui fait bien plaisir, et bien sûr, à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est un petit bouton qui se trouve en bas à droite de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu et si vous avez envie d'en voir d'autres, il y aura prochainement la vidéo du Motorola Moto G5 Plus. J'ai dit Motorola, non, c'est Lenovo Moto G5 Plus. Il y aura un comparatif et il y aura bien sûr d'autres tests, d'autres marques, etc. comme d'habitude chez Top 4 Phone. Allez, on se laisse là et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.